Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Tomb Raider, le podcast qui vous parle de Warhammer 40 000. Nous sommes réunis pour un nouvel épisode pour vous parler de cet univers terrible mais ô combien fascinant. Je ne serai pas seul dans cette tâche fastidieuse car je suis bien évidemment accompagné de mon bon vieux gars Goth. Comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va très très bien et toi ? Bah écoute, comme d'hab, ça va très bien. Ouais, ça change jamais. Non, C'est une constante. On vous préviendra le jour où ça va pas. Mais pour l'instant, ça va très bien. Absolument. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, faites-nous plaisir et abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo et activez la cloche, cette bonne grosse cloche pour vous mettre au courant de nos sorties. Et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, mettez un max d'étoiles, cela nous ferait excessivement plaisir et nous vous en serions excessivement reconnaissants. Ah, et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, c'est très important. Et alors avant de commencer le petit sujet d'aujourd'hui, de rien du tout, je vais faire deux petits disclaimers par rapport à l'épisode sur les Eldar. Donc le premier qui est anecdotique, mais j'ai parlé des Dire Avengers et des Vengeurs Lugubres. Et en fait, j'ai fait une distinction entre les deux, mais en fait, il s'agit de la même unité. Oh, c'est deux langues différentes en fait. Bah voilà, c'est ça. Bon sang, mais oui. Et je savais pas. Et sinon, petite confusion, c'est de ma faute, j'en suis désolé. Concernant l'apparition de Slaanesh. Alors en fait, j'ai un peu mélangé les événements. C'est-à-dire que c'est suite au parti de Pince-Téton des Eldar que ça a provoqué la longue nuit et qui a ensuite déclenché l'apparition de Slaanesh et qui a ensuite dispersé les tempêtes warp dans la galaxie. Hein. C'est bien ça ? Suite au cri de Slaanesh. Voilà, au cri de Slaanesh. Voilà, okay. Qui a dispersé les tempêtes warp et ensuite permis donc le début des guerres d'unification et de la grande croisade. Et c'était quoi son cri à Slaanesh ? Évidemment. Et juste avant d'attaquer, mon Chargot, petite question pour toi. Tu penses quoi des cornes à la place des tétons ? Bah écoute, si tu me demandes comme ça, au niveau juste du parti pris esthétique, je ne suis que partiellement fan. Ouais, pareil. Mais en tout cas, je trouve qu'on parle un peu trop souvent de tétons quand même. Entre l'épisode sur les Eldar, aujourd'hui, là, il y a quelque chose, peut-être un nouveau concept dans ton téton, peut-être. On sait pas. Ouais, mais ça passera jamais sur YouTube. Non, c'est vrai. Et puis bon, ce sera un sujet quand même assez limité. Mais bon, bref. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'univers de Warhammer 40 000 regorge de personnages hauts en couleur. Que l'on parle de Primarch comme les Manrus, de Space Marine du Chaos comme Ezekiel Abaddon, de techno-adeptes comme Belisarius Cawl, j'en passe et des meilleurs, Games Workshop et la Black Library ne manquent pas d'inspiration pour imaginer des personnages qui détonnent. Le personnage d'aujourd'hui est lui littéralement haut en couleur. L'un des Primarchs les plus grands, un véritable géant à la peau cuivrée tendant sur le rouge, borgne et avec un sens de la mode qui déroute. Magnus le Rouge est sans doute l'un des personnages les plus reconnaissables d'entre tous. La mutation qu'il subira lors de sa corruption par le chaos finira de parfaire son look original en l'affublant d'ailes colorées et de sabots. Magnus, comme tous ses frères Primarchs dispersés, se retrouva seul sur une planète, Prospero. Cette planète était le foyer de puissants Psykers qui avaient fui les persécutions dont ils avaient été des victimes quand le Moyen-Âge technologique prit fin à cause de ces coquins d'Eldar qui, on le rappelle, avaient trop joué à... Tout est de leur faute. Mais oui. Oui. Et puis, arrêtez de jouer avec vos tétons, les gars, c'est gênant, là. Voici à Komora qui continue. Hein. On est d'accord. Donc, on le rappelle, qui avait provoqué la chute de leur empire, provoqué la longue nuit, puis la venue de Slaanesh, voilà. Et donc, qui provoquait donc une période d'une violence inimaginable dont tu te souviendras donc comme étant l'ère des luttes. Les tempêtes warp, qui avaient alors déferlé dans la galaxie, rendirent bon nombre de Psykers fous et incontrôlables. Ils furent alors persécutés car considérés comme trop dangereux. Des survivants de ces purges trouvèrent refuge sur Prospero, planète idéale car isolée et difficile d'accès. À l'abri du danger, les colons purent développer leurs talents psychiques et sonder les arcanes de leur pouvoir. C'est dans ce contexte que la capsule de bébé Magnus, avec ses deux yeux, atterrit sur Prospero sur une des nombreuses places de Tisca. Alors, à l'époque de l'arrivée du Primarch, l'un des seuls foyers durables que les descendants des premiers colons avaient réussi à bâtir. Le nourrisson débordait déjà d'énergie psychique et un dénommé Amon, l'un des Psykers les plus puissants de son temps, le prit sous son aile pour lui apprendre à contrôler et utiliser ses pouvoirs. Durant les quelques années qui suivirent, Magnus assimila tout ce qu'il pouvait apprendre de son tuteur, et dans un laps de temps très court, l'élève dépassa le maître. Oh, c'est étonnant pour un Primarch. On n'a jamais vu ça avant. Bah ouais, non mais franchement, imagine un Primarch nul. Ouais.
Bah, il y en a 2, hein. Ouais, mais apparemment, ils étaient pas nuls. Enfin, on sait pas, en fait. On sait pas. Ou alors peut-être qu'ils étaient trop puissants, peut-être, et qu'il fallait les... Bon, bref. C'est pas l'épisode des théories encore. Non, encore, ouais. La soif de connaissance du jeune Primarque ne semblait pas avoir de limite, et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire prospérer une copèche, il parvint à maîtriser à la perfection ses pouvoirs et lut tout ce que le librarium de la planète avait à offrir, que ce soit sur la sorcellerie, l'histoire de l'humanité, ou encore les meilleures recettes de Maïté. Voilà. Celle qu'on aime. Ouais, celle qu'on aime, on est d'accord. Arrivé à ce niveau, Magnus prit alors toute la planète sous sa coupe et entreprit de la débarrasser de ses prédateurs les plus féroces, les Psycheuin. Ah oui, alors, non, c'est les Psychnoien. Les Psychnoien. Non, mais même quand j'ai lu les bouquins sur Prospero, notamment Prospero Brûle, je voyais tout, je me suis dit, ok, ils ont vraiment fait en sorte de trouver un nom bien dur à prononcer. Ouais, grave. Et donc c'est Psychnoien. Et c'est pour ça que j'évite de le reprononcer ensuite, parce que je vais parler de ces créatures. Bien sûr. Donc c'est saloperie là. Voilà. Donc voilà, je le redis, hein, les Psychnoien. Voilà. Dont les cibles de prédilection, étaient justement les Psykers, car leur servant d'hôtes pour leur reproduction. De forme insectoïde et pourvue d'ailes, ces créatures évoluaient entre le warp et la réalité, ce qui les rendait extrêmement compliqués à éliminer et par conséquent forcèrent les Psykers à se réfugier dans la seule cité qui tenait encore debout, la fameuse Tisca. Magnus reprit le contrôle des désolations, les territoires infestés par ces créatures. Il les fera disparaître en les éradiquant, tout simplement. Et surtout, il rebâtit les cités abandonnées de cette terre désolée et en quelques années, Prospero fut radicalement changé. Tu veux dire que Prospero prospéra? Waouh! Mais tu sais que j'ai réalisé que, ouais, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Prospero, que la planète s'appelle Prospero, parce qu'elle a prospéré. Exactement. Ouais. Bon, bref. Ça, c'est de la grande écriture. Oh, ça... La planète était dorénavant parsemée de cités toutes plus grandioses les unes que les autres, littéralement façonnées par l'esprit de ses habitants, avec encore une fois Tisca, qui sera surnommée la Cité de Lumière. À ne pas confondre avec Papillon de Lumière. Ouais, ou Paris. Bah non, mais Paris, c'est la lumière, quoi. Ouais, c'est la lumière, tu veux dire? C'est lampadaire, tout ça. Ouais, mais ils ont ce genre de trucs, ouais. Ah ouais? Ouais. Oh la vache. Donc la Cité de Lumière, tout entière faite d'or, de marbre et de verre. D'immenses boulevards, des jardins luxuriants, des pyramides et des tours qui constellaient l'horizon faisaient la renommée de la cité. De plus, l'influence des pouvoirs psychiques sur l'environnement était telle que quiconque arrivait à Tisca était pris d'une euphorie enivrante. Les habitants de Prospero, maintenant libérés des dangers qui les menaçaient et pouvant exploiter leurs pouvoirs psychiques à loisir, étaient heureux. Ce mot « heureux », notez-le bien, profitez-en bien, parce que je suis pas sûr qu'on va souvent le prononcer dans l'univers de Warhammer 40 000. Non, ça arrive très rarement. Ouais, on est d'accord. Ouais. C'est des périodes qui en général sont assez courtes. Ouais. Et on va le voir. Hein. Ce monde paradisiaque dont ils pouvaient jouir grâce à leur bienfaiteur Magnus, ils le chérissaient. Ces temps de paix permirent à chacun de parfaire ses connaissances psychiques, et Magnus mit ce temps à contribution pour enrichir ses connaissances du grand océan, nom que donnaient alors les habitants de Prospero à l'Immaterium. Il passait toujours plus de temps à voyager les vagues de ce grand océan, donc, afin d'en comprendre tous les mystères, mais cela inquiéta certains de ses amis, et notamment Amon, son tuteur d'alors, qui considérait ce monde comme imprévisible et dangereux, et qu'il convenait donc de le manipuler avec précaution. Mais Magnus l'ignora, car sa soif de connaissance était sans limite. Ouais, puis un bel ego aussi. Hein. Ouais, bah oui, évidemment. Hein, évidemment. Genre, lui, il savait mieux que tout le monde. Ah bah ouais, bon, c'est pas faux forcément, mais bon. Un peu immature le gamin. Légèrement. Ouais. Mais à trop se balader dans le warp sans vraiment savoir où tu mets les pieds, tu fais du bruit. Et Magnus, il était très bruyant. Si bien que l'empereur, qui avait lancé sa grande croisade, sentit sa présence et se mit en route pour rejoindre Prospero. C'est en 840 M30 que l'empereur débarqua avec sa cohorte. Les deux géants se saluèrent chaleureusement, comme deux vieux potes qui ne se seraient pas vus depuis longtemps, car les deux communiquaient depuis un moment déjà par les voies mystérieuses de l'Immaterium. Par rapport à ça, les pouvoirs psychiques de Magnus étaient tels qu'un lien s'était créé entre les deux, et Magnus, sans le savoir et depuis sa création, dont il se rappelait par ailleurs, communiquait avec son père. Bah oui, parce qu'en fait, au final, c'est Magnus qui a... Parce que comme chaque primarque est un petit peu une sorte de facette de la personnalité de l'empereur, bah Magnus, lui, il a vraiment eu le côté Psyker, mais à fond, quoi. Ouais, complètement débridé, quoi. Ah ouais. Avec lui, l'empereur avait la 15e légion astartèse, dont les effectifs avaient été grandement réduits en raison de leur affinité avec le warp, qui provoquait chez eux de terribles mutations de la chair, en anglais flesh change.
incontrôlables et extrêmement douloureuses jusqu'à en devenir de véritables monstres. À cause de ces malédictions, la 15e Légion avait été réduite à environ 1 millier d'individus, et c'est pourquoi l'empereur les avait nommés les Thousand Sons. Ah là là. Ah là là, bah ouais. Les Thousand Sons, donc, avaient hérité de la graine génétique de Magnus, qui leur offrait de grands pouvoirs psychiques, et c'est tout naturellement que le Primarque endossa la responsabilité de commander à la 15e Légion et de leur trouver un remède. Ah, c'est une bonne graine, ça. C'est une bonne graine. Bonne graine. Ouais. Bisous à tous nos auditeurs québécois. Ouais, grave. Alors l'idée de laisser la Légion sous la protection d'un Psyker au pouvoir gigantesque n'était pas très populaire. Déjà à l'époque, l'empereur il était pas trop chaud car depuis l'unification de Terra, il voyait pas d'un bon œil que d'autres, à part lui et Malcador, puissent utiliser de pouvoirs psychiques même s'il avait quand même pu attester de leur efficacité pour conformer des populations. Ensuite, certains Primarchs comme Leman Russ détestaient les Psykers et considéraient qu'un combat qui n'opposait pas frontalement les adversaires, c'était littéralement de la couardise. Finalement, l'abus de ses pouvoirs avait corrompu bon nombre de Thousand Sons, les ayant fait muter en monstruosités folles et hors de contrôle. Il suscitait crainte, mépris et haine chez les autres. Malgré tout, Magnus sut convaincre l'empereur. Ce dernier finir par dire « Allez !» et repartit faire sa croisade. Une grande discussion, on peut imaginer. Ouais. Genre, allez, laisse-moi utiliser me voir. Non, allez. D'accord. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, l'empereur repartit faire sa grande croisade et laissa les Thousand Sons sur Prospero. Durant les années qui suivirent, Magnus mit tout en œuvre pour tenter de soigner ses enfants et s'impliqua littéralement corps et âme. En effet, après d'innombrables tentatives infructueuses, Magnus trouva une solution. Exploiter le Warp et conclure un pacte avec les entités qui y régnaient. Il y sacrifia un œil, son œil droit, ce qui lui permit alors de stabiliser les glandes génétiques de sa légion et ainsi de se débarrasser des afflictions qui la gangrénaient. Malgré son pouvoir gigantesque, Magnus était jeune, trop immature et arrogant pour se rendre compte que ce qu'il venait de faire allait sceller sa destinée pour le pire. En effet, ce pacte, il l'avait conclu avec Tzeentch, le dieu du changement, de l'évolution, de la magie et de l'ambition. De base, faire affaire avec un dieu du chaos, mauvaise idée. Mais alors avec Tzeentch, qui passe son temps depuis l'éternité à voir les plans dans les plans, tu ne peux être que perdant. Et d'ailleurs, en parlant de Tzeentch, je vous conseille à tous d'aller voir ce fameux épisode sur Tzeentch que notre cher Goth avait fait et qui est d'ailleurs mon épisode favori. Ah, toi aussi ? Ouais. Ah ouais, moi j'y pense des fois. Ouais, non, mais je me suis tatoué. Toi, tu t'es fait tatouer, je sais plus quel épisode. L'épisode de Korn. Ouais, voilà, sur le dos, c'est ça ? Ouais. Et moi, je me suis fait tatouer sur la cuisse. Ah ouais, ouais. Une belle cuisse bleue. Donc. Ouais, exactement. Une Allez. cuisse bleue. Mais pour l'instant, Magnus avait sauvé sa légion. Fort de ce succès et confiant dans sa capacité à contrôler les énergies et les entités du Warp, ce qui n'était évidemment qu'un leurre, Magnus put enfin quitter Prospero. Accompagné de ses Thousand Sons chéris, et il rejoignit alors les flottes expéditionnaires de la Grande Croisade pour conformer. À conformer à fond. Ouais. Allez, 2 planètes en planète pour conformer. Exactement. Par la guerre. Principalement, quand même. Bah oui, il n'y a que ça. À mesure que la 15e Légion s'enfonçait toujours plus loin dans les confins de la galaxie, elle ramena un nombre important de mondes dans le giron de l'Imperium, mais rencontrait également toujours plus de peuples qui utilisaient les pouvoirs du Warp. En avaient une utilisation qui leur était propre et faisait partie intégrante de leur culture. Malgré les recommandations de l'empereur et les règles qui concernaient la sauvegarde de ces pratiques, règles étant que généralement tu t'embêtes pas avec tout ça, tu regroupes tous les savants, prêtres, ouvrages et bâtiments et tu fous le feu. L'Imperium ne saurait souffrir de ces superstitions, datant d'une époque stupide et qui empêche la lumière de la vérité impériale de se forcer un chemin dans l'esprit de ses habitants, après tout. Voilà. Allez, petit moment propagande. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est comme ça qu'il le présentait. Bah, exactement. Quoi qu'il en soit, Magnus consigna toutes ces pratiques dans un grimoire qui ne le quittait jamais. Le livre de Magnus. Banal, hein. Ils sont vachement plus inspirés pour d'autres noms, hein, quand même. Alors qu'il aurait pu trouver un nom plus cool, quoi. Genre, je sais pas, moi, le Necronomicus. Ouais, voilà. Le Primarque, en découvrant que ces pratiques étaient finalement assez communes dans l'univers, se retrouva conforté dans l'idée que le Warp, c'était LA solution, et permit alors à ses Astartes de puiser dedans sans entrave. C'est ainsi que Magnus, avec l'appui d'autres Primarques, institutionnalisa la pratique et créa l'ordre des archivistes, des Space Marine Psykers qui bénéficiaient
qui bénéficierait d'un entraînement psychique rigoureux. Ah, c'est de lui que ça vient. Ok. Ouais. Ah, je pensais que c'était déjà un peu genre établi dans les légions, mais Bah moi de ce que j'ai lu apparemment c'est sous son impulsion en fait que les archivistes, les librarians quoi, ouais. ont été créés quoi. Ah donc ça fait sens. L'empereur approuva l'initiative sous stricte supervision évidemment et afin que les Psykers puissent être mieux encadrés et surveillés. Évidemment, ça ne plaisait toujours pas trop et de plus en plus de ses frères le regardaient de travers. En même temps, imagine un peu. T'es avec tes frangins, et il y en a un, alors qu'il sait que la drogue c'est mal, passe le plus clair de son temps les yeux révulsés, à parler une langue incompréhensible et à rigoler sans aucune raison. Alors que dans le cas de Magnus, il a à sa droite Rogaldorn et à sa gauche Mortarion, des individus qui brillent par leur humour ravageur. Ah ouais, et alors des sourires. Ah ouais, non mais... étincelant. Ah les mecs, tu passes une soirée avec eux, tu te marres. Ah c'est clair. Ah ouais. Bref, ça commençait à tellement se voir qu'il fut envisagé pendant un temps de purger purement et simplement la Légion des Annales. Après tout, l'Imperium l'avait déjà fait dans le passé avec les secondes et 11e Légions, donc après tout, pourquoi pas ? En l'an 1 M31, le concile de Nicaea, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement, ouais. Nicaea, ouais, fut organisé afin de traiter de cette question et de décider de l'avenir des Psykers dans les légions astartèses. Magnus put plaider sa cause et défendre le fait que l'utilisation des pouvoirs psychiques n'était pas un problème en soi, mais venait plutôt de son utilisateur. Jean Proarme, prenez sorte de la graine. Message. Voilà. Plutôt que de simplement bannir les Psykers, il préconisait donc que la recherche de la connaissance ne pouvait être entravée et que cette recherche permettait de perfectionner son utilisation tout en minimisant les dangers inhérents à sa manipulation. Son idée était simple, former un maximum de Psykers à l'utilisation des pouvoirs psychiques afin d'en faire des érudits et ainsi accélérer les conquêtes de la Grande Croisade. Après tout, depuis que Magnus et la 15e Légion l'avaient rejointe, un grand nombre de mondes avaient été conformés, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Malgré sa plaidoirie brillante, dont les faits énoncés étaient difficilement contestables, s'opposèrent à lui plusieurs partis. Tout d'abord, les Sœurs du Silence rappelèrent avec raison que nombre de mondes retrouvés avaient été subjugués et réduits en esclavage par de puissants rois Psykers et que d'innombrables cultes de sorciers et mutants se tapissaient toujours dans l'ombre de l'Imperium et ne semblaient qu'attendre le bon moment pour s'insurger. Ensuite, certains primarques exprimèrent ouvertement leur mépris et leur méfiance vis-à-vis des Psykers. Parmi eux, Russ, évidemment, mais aussi Mortarion, qui les détestait depuis ses jeunes années sur Barbarus, et d'autres encore. Enfin, l'empereur mit un point final à ce houleux débat quand des archivistes essayèrent de faire entendre leur voix. Il jugea que les pouvoirs des Psykers étaient trop dangereux et difficilement contrôlables pour qu'on permette de les laisser se développer sans entrave. Ainsi, il interdit formellement l'intégration de Psykers dans les légions astartèses, mais aussi dans la garde impériale, et dorénavant, seuls les astropathes et les navigateurs seront permis dans le cadre strict de la communication et des voyages spatiaux. Les archivistes, quant à eux, seraient démantelés et à leur place, les chapelains auraient la tâche de surveiller toute infraction à cet édict et l'application stricte de la vérité impériale. Quant aux astartèses ayant ces pouvoirs, il leur serait dorénavant proscrit de les utiliser. Oui, normalement oui. Et c'est décrit dans le livre Un millier de fils, qui décrit surtout principalement le... Tu veux dire Thousand Sons ? Ouais, les Thousand Sons, ouais, c'est ça, ceux-là même. Et c'est vrai que toute la scène, en fait, parce qu'au final, dans ce livre-là, le concile de Nicaea est quand même assez long. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris dans le livre, c'est tous les moyens qui ont été mis en œuvre. Parce que pour que ce truc-là arrive, ils ont quand même terraformé une planète, juste pour, tu vois. Était-ce bien utile ? Et ils ont construit une arène, tout ça, et donc t'as tout, ensuite, voilà, tous les, t'as notamment, je crois que c'est Sanguinius et Fulgrim qui viennent plaider la cause, la cause de Magnus, et ouais, Mortarion et les Manrus qui évidemment peuvent pas l'encadrer. Le regard aussi, non, était de la partie, non ? Je ne suis pas certain. Non ? Je suis désolé, je suis vraiment plus 100% sûr. Mais ce qui est par contre assez frappant, c'est que à ce moment-là des livres de l'hérésie d'Horus, il y a très 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 peu de scènes qui impliquent l'empereur. Il y en a relativement peu. Alors qu'il était là pourtant. Et oui, en fait, il était là et tout le concile se passe et c'est vraiment, il dit rien et c'est vraiment à la toute fin où il dit allez on arrête. Ouais. Et tu dis ouais mais on repasse pas sur les arguments des uns et des autres. Non, allez dégage. Et puis bon, de la même manière que
on est quand même basé sur la vérité impériale, qui est 100% athée. Bon, il a une croisade, voilà, qui est suivie par une hérésie. Et là, on appelle ça un concile. Ouais, comme par hasard. Alors, rappelons qu'est-ce que c'est qu'un concile. C'est quand même une réunion religieuse. Je crois que le dernier concile, c'était Vatican II, où ils ont fait venir les cardinaux du monde entier au Vatican. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Oh, c'est un peu facétieux tout ça. Bah oui. C'est ironique, on va dire. C'est ironique, ouais. Ainsi se conclut le concile de Nicaea. Ok, Magnus et ses Thousand Sons étaient vexés, mais au moins une bonne chose de faite qui ramènerait un peu de calme entre les légions et permettrait de mieux coordonner les flottes expéditionnaires de la Grande Croisade. N'est-ce pas? Ah, t'es Christophe Lambert ou quoi là? Pauvre fou. Pourtant, pendant un temps, les choses reprirent leur cours normal. Magnus boudait, tranquille, sur Prospero, quand soudain, il eut une prémonition terrible. Une vision du futur apocalyptique où la galaxie serait en flammes. Des frères s'entretueraient et au sommet d'une montagne de crânes humains, Horus triomphal. Derrière lui, des entités maléfiques qui lui susurreraient des mots doux dans le creux de l'oreille. Magnus, voyant la catastrophe arriver, mit tout en œuvre pour prévenir le maître de guerre du traquenard dans lequel il s'apprêtait à tomber. Le Cyclope sacrifia des dizaines de puissants psychers lors d'un rituel de sorcellerie afin d'avoir assez d'énergie pour se projeter astralement dans l'esprit direct d'Horus et ainsi tenter d'inverser le cours des événements à venir. Malheureusement, bien qu'il n'en était pas encore conscient, Horus avait déjà succombé aux forces du chaos. Il était déjà trop tard pour lui. Alors Magnus se mit en tête de prévenir l'empereur, mais il commit une erreur encore plus terrible. Aveuglé par sa puissance psychique, il se projeta dans le warp comme un gros bourrin et trouva un passage qui le mènerait droit à l'empereur. Ce qu'il ne savait pas, il y a plein de choses qu'il sait pas. Hein. Non, parce qu'en fait, il pense, mais il sait pas tout. Hein. Il sait pas du tout. Non. Ouais, c'est clair. Ce qu'il savait pas, donc, c'est que cette voie, il s'agissait de l'un des tunnels du fameux Webway. Ah ouais, la Webway. On en revient toujours à ça. Mais oui, que l'empereur essayait tant bien que mal de sécuriser depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Ah non, mais même plus que ça encore. Ouais, non, mais d'après ce que j'ai vu, ouais. Magnus, dans un premier temps, n'arrivait pas à passer car les défenses psychiques que l'empereur avait mises en place étaient impénétrables. C'est alors qu'une voix proposa à Magnus de lui donner un peu de son pouvoir, ce qu'il accepta dans un moment de panique. Grâce à cet afflux de puissance, il put alors forcer le passage par simple force psychique brute et se retrouva alors directement dans la salle du trône de l'empereur. Et en fait, quand on pense à ces fameuses protections psychiques que l'empereur avait mis en place, c'est tout simplement un champ de Geller. Ah ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Donc autour de son laboratoire, il y avait toujours un champ de Geller en place. Ah. Ok, ouais, mais bon, je pense que ça devait être quand même du... Ah, c'est un bon champ de Geller. Ouais, il devait y avoir un peu de tuning quand même. Ouais, il y avait... il y avait des néons et tout. Il y avait des néons et des flammes sur les ordinateurs et tout. Mais c'est d'ailleurs, c'est pour ça que quand les primarques ont été dispersés, à la base, ils étaient protégés par un champ de Geller, et c'est Erda qui censément l'a coupé. Oh. Et c'est pour ça que les primarques ont ensuite été dispersés par les forces du chaos. Erda, hein. N'est-ce pas? Grâce à cet afflux de puissance, donc comme je disais, il se retrouva directement dans la salle du trône, et malheureusement, il précipita à sa suite d'innombrables entités du Warp qui commencèrent alors l'assaut du palais impérial. Le primarque essaya tant bien que mal de prévenir de ce qu'il avait vu, mais déjà des centaines de gardes, techno-adeptes ou custodies tombaient sous les coups des assaillants. Oups, la bourde. Tout ce que l'empereur avait mis en place fut réduit à néant en quelques instants. Et Magnus, s'apercevant de son erreur, réunit son esprit avec son corps sur Prospero. L'échec était total et il le savait. Il serait puni pour cela. Mais au moins, le message de la trahison d'Horus avait été délivré, et c'était tout ce qui comptait. La mystérieuse voix s'annonça encore une fois. C'était Tzeentch qui lui parlait, et l'architecte du destin avait des plans pour lui, qui décupleront ses pouvoirs psychiques. Malheureusement pour Magnus, cela n'eut pas du tout l'effet escompté. L'empereur, furieux et aveugle aux avertissements de Magnus, décida alors de le faire arrêter pour qu'il réponde de ses actes sur Terra. Ah, parce qu'il l'a pas cru en fait. Hein. Ouais, non, c'est ça, ouais. Ah non, il l'a pas cru. Il était incapable d'imaginer qu'Horus pourrait le trahir, quoi. Non, absolument pas. Et puis au moment où Magnus est apparu dans la salle du trône d'or, justement, l'empereur était fâché. Ouais. Il était juste excessivement fâché et il n'a absolument pas écouté ce que Magnus lui a dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, faut bien le préciser. C'est qu'à ce moment-là, l'empereur, il a aucune idée. Hein. Ouais, Magnus, il s'est fait rect. Complet. Donc du coup, l'empereur commanda l'arrestation de Magnus et il commandita
Lehman Russ pour le faire, primarque des Space Wolves. Primate un peu aussi, hein. Un peu, ouais, taquin toi aussi, hein. Taquin coquin. Le primarque des Space Wolves de se rendre sur Prospero pour arrêter son frère et le ramener sur Terra pour qu'il puisse être jugé et répondre de ses actes. Magnus, rongé par le remords, se sentait coupable d'avoir cédé à la tentation de Tzeentch. Il était prêt à accepter son destin et à laisser faire. Ainsi, quand bien même les Thousand Sons seraient considérés comme des traîtres, eux seront la vérité et leur conscience serait claire. Il fit part de son projet à Amon, l'un de ses plus fidèles compagnons et son tuteur d'alors, encore une fois. Celui-ci, comme à l'accoutumée, œuvra en objecteur de conscience et pria son maître d'agir. Mais, encore une fois, pour Magnus, la décision était prise, il accepterait son sort. Horus, qui avait déjà été corrompu par le chaos donc, contacta Lehman Russ pour lui ordonner que Magnus devrait être éliminé ainsi que toute sa légion et que Prospero elle-même devra être détruite. Il trompa le primarque des Space Wolves car après tout, il était, en tant que maître de guerre, le représentant de l'autorité de l'empereur en son absence, et son autorité ne saurait être contestée. Donc Russ accepta les nouvelles directives et fit route vers Prospero. Accompagné d'un régiment de la Legio Custodes, avec à sa tête Constantin Valdor. Ouais, donc quand même, hein. Ouais, ultra balèze. Quand même, hein, ouais. Et de Sœurs du Silence, indispensable pour se battre contre des Psykers. Afin d'éviter un bain de sang trop sanglant, Magnus, grâce à ses immenses pouvoirs psychiques, enveloppa Prospero d'un voile qui empêcherait les Psykers de la planète de pressentir l'arrivée des Space Wolves pour empêcher toute défense, donc pour empêcher qu'il y ait des heurts trop violents, quoi, en gros. Ouais, lui voulait juste se rendre. Ouais, voilà, c'est ça. À l'aube, le silence de la cité de Tisca, encore endormie, fut bouleversé par le premier bombardement orbital des vaisseaux de la 6e Légion. L'assaut prit par surprise la population qui n'avait nulle part où se réfugier. Malgré tout, les milices prospérines et les Astartes organisèrent la défense de Prospero tant bien que mal. Mais à peine quelques heures depuis le début des bombardements, les morts se comptaient déjà par milliers. Les bombardements cessèrent alors pour donner place au débarquement des troupes restées en orbite jusqu'à présent. Le premier à débarquer fut évidemment Lehman Russ, accompagné de ses 2 gigantesques loups fenriciens à ses côtés. Une fois les troupes débarquées au sol, le massacre commença alors vraiment, et personne ne fut épargné. Partout où les escouades de Space Wolves passaient, il ne restait plus que des flaques de sang et des morceaux de corps en charpie. Même les Thousand Sons, qui avaient su organiser une défense solide et coordonnée, ne résistèrent pas longtemps face à la furie de Lehman Russ, accompagné de son escouade de Huskarls en armure Terminator. Les archivistes furent quant à eux pris de court par les Sœurs du Silence, qui affaiblissaient leur pouvoir, et les Custodes, qui les chargeaient encore à corps. Et on sait que quand tu te fais charger encore par les Custodes, ça finit mal. Bah, c'est la fin. C'est la fin. C'est juste la fin, quoi. Ouais. Tu vois juste un éclair doré et le noir. Et c'est fini. Voilà, exactement. Et Magnus, alors, du haut de sa pyramide, il contemplait, apathique, le massacre en cours. Mais à force de se faire presser par ses fidèles Space Marines qui l'imploraient d'agir, celui-ci sortit finalement de sa torpeur et se joignit au combat. Resplendissant dans son armure dorée et dégageant une aura psychique tellement puissante qu'elle était visible à l'œil nu, le primarque, à peine arrivé, terrassa des dizaines de Space Wolves d'une simple projection psychique. Personne ne pouvait l'approcher, sauf Russ. Celui-ci ne tarda pas à croiser le fer avec son frère. Ce fit un véritable choc de titan. Chaque impact faisait trembler la terre en délogeant des morceaux de roche et en projetant des ondes de choc alentour. Le combat fut terminé quand, alors que Magnus pensait la victoire sienne, quel arrogant. Russ, profita de l'arrogance momentanée de son frère pour lui mettre un grand coup de pied dans l'œil. Ça, c'est trop bien. Quoi ? Il lui a mis un coup de pied dans l'œil. Il l'a aveuglé en lui mettant un coup de pied dans l'œil. Mais c'est pas con. Mais c'est pas con. Il a qu'un œil. Mais le mec, il lui a mis un roundhouse dans l'œil, quoi. Je trouve ça bizarre comme concept, mais bon, on va savoir. Puis en plus, en armure et tout, ça. Mais ils sont rapides, les gars. Oh bah oui, ouais. Primarque. Et agiles. Ouais, c'est sûr. Donc il lui mit un gros coup de pied dans l'œil, puis le souleva au-dessus de ses épaules et alla le faire s'écraser sur son genou, brisant ainsi son dos. Ah bah à la Bane. Bah voilà. Littéralement. Ouais. Magnus était vaincu. C'était fini. C'est alors que Tzeentch, de sa voix mielleuse, lui offrit un marché qu'il ne put refuser. Tout ne serait pas perdu, à condition que Magnus se soumette à la volonté du dieu du chaos et lui soit fidèle pour l'éternité. Magnus accepta, et tous les survivants de Prospero furent téléportés sur un monde démoniaque, du monde de Sortiarius, au sein de l'œil de la terreur, qui serait donc le nouveau fief à présent de Magnus. La planète des sorciers. Exactement. À l'abri de l'Imperium, Magnus, maintenant élevé au rang de primarque prince démon, et sa légion
purent alors plonger complètement dans la pratique des arts occultes, jusqu'à ce que la corruption de la chair qui affligeait les Tazonson d'alors ne refasse surface et menace, encore une fois, de les faire disparaître, jusqu'à ce qu'un certain Harriman n'y mette son grain de poussière. Poussière, t'as capté, mon gars? La prochaine fois que nous reverrons Magnus sera durant le siège de Terra. Mais ce petit événement de rien du tout, banal, je n'en parlerai tout simplement pas aujourd'hui. À peine documenté. À peine, ouais, c'est clair. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est un paix silencieux qui ne sent même pas. Tout de suite. Nul, inutile, quoi. Ah, rien à voir. Ouais. Donc voilà, la jeunesse en quelque sorte de Magnus, ce qui ressort de son parcours et de sa personnalité avant de sombrer dans le chaos, c'est que c'était en soi pas un mauvais gars, quoi. Ah non, de ce qui ressort, notamment dans les livres qui traitent de lui, avant qu'il tombe dans le chaos, évidemment, c'était un bon gars. Hein. Ouais, il avait un melon énorme, mais par contre, il avait quand même une certaine humanité, quoi. Il avait une certaine affection, je pense, sincère vis-à-vis de ses légions. Il était pas cruel sans raison, il était pas nécessairement froid, pas du tout. Et il a même mis tout en œuvre pour essayer de prévenir l'empereur de la catastrophe, quoi. Imagine s'il avait été, si l'empereur l'avait écouté. L'univers de 40 000 serait, mais chiant. Mais il se passerait rien, en fait, quoi. Tout se passerait en mode croisade éternelle. Si, parce qu'il y aurait quand même toujours ce truc dans le sens où c'est malgré tout, alors ça, c'est le fameux débat qui anime encore Reddit à ce jour. Est-ce que Magnus a fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il a eu raison de faire ça, sachant que, de par son intrusion, c'est quand même lui qui a condamné l'empereur à rester sur le trône d'or pour maintenir, en fait, la faille warp que lui-même a ouvert dans le palais impérial. Ouais, c'est vrai. Donc, au final, ça partait d'une bonne intention, en soi. Mais il aurait dû utiliser les voies officielles de communication, en fait, quoi. Et là... Là, effectivement, il aurait dû, et parce qu'en plus, à ce moment-là, il était déjà, en quelque sorte, de toute façon, sous influence de Tzeentch, parce qu'il avait déjà vendu son œil. Ouais, il avait déjà scellé son destin à Tzeentch, ouais. Voilà, mais en même temps, parce que, censément, Tzeentch avait déjà prévu le plan depuis... Ouais, depuis même, ça se trouve, avant sa naissance. Ouais, voilà, tout ça, c'était déjà calculé. Ça avait été un peu une hot take pour moi. Moi, je pense que Magnus a eu tort. Ah. Voilà. Ok. Je pense que Magnus a eu tort. S'il faut vraiment... du coup, oui, il a eu tort. Mais parce que c'est facile de dire ça pour nous, on a le recul. Bah oui, voilà. Donc c'est... Non, c'est pour ça que je dis que l'intention de base était louable, en soi. Parce qu'il pouvait pas ne pas agir. Surtout en tant que primarque, tu vois. Mais... il a sacrifié genre 20 ou 30 sorciers ultra balèzes en plus pour ça. Ouais, grave, ouais, exactement. Bon, par contre, évidemment, on l'a compris, on peut constater que c'est un gars qui était excessivement sûr de lui, qui était sûr de ses connaissances, sûr de son talent. Ah bah il était même sûr qu'il était capable de dompter le warp. Ouais. Le fou. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais en gros, j'ai envie de dire par rapport à ça, un peu primarque de base, quoi, quand même. Hein. Au niveau du comportement ? Bah oui, au niveau de l'arrogance et du... ouais, voilà, quoi. Ouais, mais pas trop de mépris. Non, ça va. Ça va, ouais, effectivement. Bah écoutez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Magnus a-t-il eu tort ? A-t-il eu raison ? Ouais, est-ce qu'il a vraiment eu tort ? Ouais. Est-ce que c'est un bon gars ? Le mot de la fin ? Psychnoyen. Allez, qu'est la veau les potos. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.